Maître Ghislain Bamwangaï propose la suspension de l'élection de gouverneurs et de vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs pour des raisons qu'il va justement nous expliquer ici sur ce plateau. Je dois d'abord rappeler qu'il est conseiller de Madame Marie-Josée Ifoku, qui était candidate présidente de la République aux élections du 20 décembre dernier. Maître Ghislain, bienvenue. Merci D'entrée de jeu, dans votre émission. merci beaucoup. Alors d'entrée de jeu, pourquoi suspendre l'élection des gouverneurs, des vice-gouverneurs et des sénateurs? Pourquoi? Nous sommes dans une situation de guerre, une situation critique de crise morale dans la gouvernance financière. Nous sommes un pays immensément riche sur le plan naturel, mais avec une population très pauvre. On ne doit pas continuer à s'organiser et à vivre comme si de rien n'était. On doit en tenir compte. En 2019, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait retardé l'installation du Sénat, repoussé l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs à cause d'une situation de corruption qui était décriée. Aujourd'hui, il y a une clameur publique qui plane sur l'élection des sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs qui entache même la nature de notre démocratie représentative. Lorsque ce sont des personnes qui jouent dans les institutions, des animateurs sur base du pouvoir d'argent ou de la tribu, du pouvoir cotérique, et non sur le pouvoir souverain du peuple en fonction de l'intérêt général, on a faussé les jeux démocratiques. Nous n'allons pas continuer à demeurer dans une situation immorale qui est décriée par tout le monde. Mais il faut arrêter à un moment donné. Maître Ghislain, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il en sera toujours les cas? Ou vous ne prêtez que des intentions? Il y a une clameur publique. Ça a commencé depuis 2006. Qui ne sait pas qu'il y a eu des corruptions? Il y a eu une corruption à grande échelle en 2019 pour l'élection des gouverneurs et sénateurs. Ça appartient au passé, ça. Mais quels sont les signes pour nous en ce moment que cette situation peut changer? Il n'y en a pas. Puisque tout le monde, aujourd'hui, on en parle. Dans la presse, allez-y, suivez des émissions. Moi, je suis un certain nombre de journalistes comme Eliezer. À chaque émission, presque, il en parle. Alors pour Lui pallier... qui est député, qui en parle... Alors pour pallier à cette question, il faut carrément repousser ou retarder ces élections? Il ne s'agit pas il s'agit d'une mesure conservatoire et provisoire en attendant de voir clair. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont totalement budgétivores et inutilement alors. Ah, c'est ça la raison, je crois. Qui prennent de l'argent. Nous avons aujourd'hui un investissement massif dans la politique au lieu d'investir dans l'économie. Les politiciens vont dans les institutions publiques comme un investissement pour un retour. Un retour sur les marchés publics, un retour sur certaines fonctions, un retour... Lorsque quelqu'un investit 200, 300 000 dollars, 1 million de dollars pour devenir gouverneur ou sénateur, c'est pour quelle raison? Pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la population, ou il y a un intérêt personnel? Il investit de l'argent puisque dans les conditions pour accéder au pouvoir, les conditions d'accès au pouvoir, à ces postes-là, il n'est pas indiqué de donner de l'argent, d'investir autant d'argent. Donc c'est ça la vraie motivation de votre démarche, parce que vous savez que les assemblées provinciales ou les gouverneurs, les sénateurs seront justement installés après ces élections. Il y a un cycle presque infernal de la corruption et du détournement. Lorsque quelqu'un investit, pour avoir investi autant d'argent pour un poste, parce qu'il attend un retour. Et il y en a qui investissent avec leur propre argent
de leur économie, de leurs économies, mais il y en a qui investissent avec l'argent qu'ils ont gagné en étant à un tel ou tel autre poste dans la gestion publique de l'État. Alors, en évoquant cet Alors, aspect des choses, c'est un cycle infernal de détournement, de corrompu qui devient corrupteur, et ça ne s'arrête pas, parce que c'est devenu une sorte de culture. mais en évoquant tout ce que vous dites ici, en rapport avec ces élections, quelle image vendez-vous des députés provinciaux qui vont justement élire ces gouverneurs et sénateurs? Des corrompus? Nous avons eu des élections depuis 2006. On a élu des députés, on a des assemblées provinciales. De manière ne fût-ce qu'un peu empirique, on peut dire que ces assemblées ont réussi. Est-ce qu'il y a eu un plus en termes de bonheur collectif et de développement de nos provinces? Mais n'oubliez pas que votre leader fut aussi gouverneur. Marie-Josée Ifokou. S'il faut parler, individualiser ce débat et parler d'elle, allez faire vos enquêtes. Vous trouverez qu'elle a été à la tête d'une province, de la Chuapa, un modèle. Un modèle. Elle n'a pas été dans la corruption. Elle n'a pas été dans le jeu de retour, hein, opération retour. Et pour cela, d'ailleurs, elle a arrêté. Parce qu'elle ne pouvait pas continuer dans une situation immorale. Alors, votre proposition, bien que ça reste encore une proposition, ne violerait-il pas les calendriers publiés déjà par la CENI? Ce calendrier a été plusieurs fois d'ailleurs modifié, adapté pour certaines priorités, certaines difficultés. Nous ne devons pas être esclaves d'un calendrier électoral. Il y a des situations assez graves dans le pays auxquelles il faudra apporter des solutions. Il y a des problèmes de survie de la population et même de l'État qui vit dans un dysfonctionnement continu. Et nous ne devons pas continuer avec des élections qui aggravent le dysfonctionnement de l'État. Nous ne devons pas continuer avec des élections qui tuent la population. À quoi ça va servir d'avoir des gouverneurs et sénateurs corrompus? Ils vont travailler pour l'intérêt général. Dis rien que cela. La fraude qui corrompt tout. Moi, à cela, il n'y a pas que l'argent. Il y a le pouvoir de la tribu, il y a le pouvoir de l'ethnie, il y a le pouvoir des amis. Mais c'est pour leurs intérêts, il n'y a pas l'intérêt général. Donc, s'il y a déjà des prémices de ce genre, ben, que les élections ne nous apportent rien. Quand on organise les élections, c'est pour que le pays avance. Mais lorsque les élections ne font pas avancer le pays, il faut s'arrêter à un moment donné et se poser la question sur nos procédures, nos règles d'accès au pouvoir et de même de son exercice. C'est depuis 1960. Quand on le décrit, ce n'est pas seulement depuis 2006, mais c'est depuis 1960. Nous avons aussi une constitution qui favorise cette instabilité politique et cette situation d'immoralité. Et c'est depuis 1960 qu'on a des textes qui ne permettent pas d'évoluer de manière stable, confortable, harmonieuse. Nous avons une constitution c'est un accord des belligérants. Des gens qui se mettent, disent voilà, pour partager le pouvoir, et comment en profiter, comment continuer à sucer, à saigner le pays, les ressources du pays, se mettent d'accord, font un accord qu'ils appellent global, et puis qu'ils transforment en constitution. Et organisent un référendum, on sait comment ça s'est passé, et puis on a une constitution. Donc aujourd'hui, vous êtes d'accord que le président Tshisekedi peut réviser cette constitution? Nous ne parlons pas de révision, puisque une révision court le risque d'être encore faite à la taille des intérêts personnels particuliers. Nous avons besoin en ce moment, et le peuple ressent ce besoin d'une nouvelle constitution. Parce que celle que nous avons est non seulement flictogène, piégée, et crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes à la population et même dans le fonctionnement des institutions.
eh ben, nous avons besoin d'une autre constitution des Congolais. Celle-là, ce n'est pas une constitution des Congolais. C'est une constitution taillée sur les intérêts des personnes et de quelques individus et dans laquelle, en réalité, la population ne se retrouve pas. Et selon vous, maître Ghislain Bamwangaï, ça prendra combien d'étapes s'il faut refaire la constitution? Parce que vous avez dit qu'il ne faut même pas réviser, mais il faut une nouvelle constitution. Ça nous prendra combien de temps exactement? D'abord, la volonté politique. Ça dépend de la volonté politique, ça dépend de l'implication de la population elle-même, parce que cette fois-ci, il faut une constitution dans laquelle le peuple elle-même est investi. Mais la volonté ne définit pas tout, maître. Mais il faut d'abord une volonté, et puis se mettre à l'action. Il faut se mettre en action. Si on veut une nouvelle constitution, on a juste le temps de la préparer. Nous pouvons nous fixer le délai. Nous pouvons nous fixer le délai. Et quels sont les articles qui fâchent à l'actuelle constitution qui pourraient être soit modifiés ou remplacés à la prochaine? Elles sont nombreuses. Moi, je ne prends peut-être que deux qui ont fait l'objet d'une réflexion de ma part que j'ai publiée. Mais nous avons une disposition de la Constitution ou des dispositions de la Constitution qui font un peu de tout le monde congolais. Tout celui qui veut devenir congolais aujourd'hui n'a qu'à se trouver ou se créer une tribu et la situer, falsifier l'histoire, qu'elle se retrouve à telle époque. On a repoussé même, au lieu de 1908 qu'on a retenu dans les constitutions, les anciennes constitutions, jusqu'à celle, je crois, de 64, eh ben, de 67 même, ben, on a repoussé à 1960. À 1960, donc il faut être dans une tribu jusqu'en 1960. On en a créé. Nous, il faut juste quelques ajustements pour se trouver une tribu qui a existé jusqu'en 1960 et puis on est congolais. Et en même temps, cette constitution exclut une partie de la population des Congolais de père et de mère. Des vrais. Des vrais. Puisque tout simplement, ils ont une autre nationalité. En faisant des étrangers des Congolais, il exclut d'autres Congolais. Ça, c'est une première. La deuxième, c'est l'article 64, qui est exploité abusivement par tout le monde, soit pour créer des troubles, soit pour fomenter un coup d'État. Ben, l'article 64 est utilisé par tout le monde aujourd'hui, même par les rebelles, qui se disent que, bon voilà, on peut s'organiser lorsqu'on est contre le régime qui est en place. Eh bien, on applique l'article 64 pour prendre les armes et venir le récupérer à Kinshasa. Donc au nom de cet article est très mal interprété. Très mal interprété, et aussi sa formulation qui prête à beaucoup de confusion. Il faut revoir. Voilà. Moi, je ne prends que ces deux dispositions. Il y a une autre. Nous avons une culture constitutionnelle de nos biens qui appartiennent à l'État. Notre terre et notre sous-sol appartient à l'État. Et depuis 2006, eh ben, nous ne sommes pas réellement propriétaires. L'État n'est pas propriétaire de son espace de vie. De l'État, il exerce une certaine souveraineté sur son bien, comme un bailleur, un locataire, mais il n'a pas les pleins pouvoirs d'un propriétaire. Voilà, nous avons tant de dispositions qui sont au profit de ceux qui veulent déstabiliser l'État, qui veulent diminuer l'autorité de l'État, qui les exploitent. La guerre qui se mène à l'Est, c'est parce qu'il y en a qui croient que la Constitution donne le pouvoir à un groupe d'individus de pouvoir céder une partie des terres en vue de l'unité africaine, en vue
d'un certain panafricanisme, entre guillemets, Au détriment des Congolais. au détriment des Nous allons Congolais. en parler justement cette question de l'Est, mais bien avant, parce que ça vient de vous, la proposition d'avoir une nouvelle constitution. Est-ce qu'il serait également question de repousser les années de gestion du président de la République? Par exemple, comme on parle des 5 à 7 ans, est-ce que vous serez d'avis? Lorsque, effectivement, c'est dans l'intérêt général, moi je me dis, avec la volonté politique, on peut faire mieux en 5 ans. On peut le faire. Et on peut avoir 5 ans, encore un autre mandat. Sans rien faire. Sans rien faire, on peut avoir un mandat. Lorsqu'on n'a rien fait, par exemple, pendant 7 ans, 5 ans et 6 ans, on a besoin d'un autre mandat. Pourquoi? Et c'est à la population de pouvoir apprécier. Est-ce que tel mérite de revenir? Voilà, le président Félix Tshisekedi a fait un mandat de 5 ans et la population, à 73%, l'a réélu, lui a fait confiance pour un autre mandat. En 10 ans, on peut faire beaucoup de choses. Ok. Alors, puisque vous en avez déjà évoqué, comment observez-vous aujourd'hui la situation qui prévaut dans la partie est de notre pays? Il n'y a pas de partie est. Il y a le Congo qui est attaqué. Lorsque une victime tombe pour avoir se retrouvé avec une tête coupée et crie, et les membres de ses proches crient, ces cris arrivent jusqu'au Congo central, arrivent jusqu'à Kinshasa. C'est depuis pratiquement 1996 que nous sommes victimes d'une agression avec l'AFDEL d'abord. Mais cet AFDEL est arrivé jusqu'à Kinshasa, installer un pouvoir infiltré qui favorise cette guerre que nous appelons de l'Est. Ceux qui commandent, qui dirigent cette guerre, la dirigent à partir de Kinshasa. Nous sommes infiltrés à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Donc nous avons des traîtres chez nous-mêmes. La guerre que nous avons dans notre pays ne peut continuer et persister que par la trahison des Congolais, des pères et de mères, ou de pères ou de mères. Que par des Congolais qui, corrompus, qui assoiffés du pouvoir, qui envieux de certaines personnes, qui, sous le pouvoir, la pression tribale, qui, pour des raisons d'amitié, d'acquaintance avec telle ou telle autre puissance étrangère, trahissent leur pays. Sans la trahison des Congolais, cette guerre ne peut pas faire longtemps. Donc la présence du VPM de l'intérieur, plutôt de la défense, Jean-Pierre Bemba et Christian Tchouéoué, chef d'état-major, ne rassure pas. Le gouvernement central a une juridiction nationale. Moi, ça ne peut pas m'étonner qu'un ministre du gouvernement central se retrouve à Bukavu, à Mbandaka ou à Goma, parce que sa juridiction est le territoire congolais. Autant la présence dans un territoire bousculé comme Rutshuru, Goma, peut réconforter certaines familles, peut réconforter les hommes de troupes, les troupes qui sont au front, mais autant cette présence doit être une avancée dans les solutions aux problèmes des réfugiés, des déplacés, des militaires qui sont au front pour leur propre survie et pour la logistique dont ils ont besoin pour faire une bonne guerre. Et vous étiez d'accord avec ce qui s'est passé ici à Kinshasa? Ici, il faut évoquer les cas des manifestations, de mamans, des jeunes, justement, leur ras-le-bol, protester devant certains sites diplomatiques, justement pour dénoncer cela,
Partagez-vous quand même cet avis, bien que certains n'ont pas apprécié la manière dont les choses se sont passées? Les Congolais ont droit constitutionnel de pouvoir exprimer leurs opinions et de manifester, mais dans l'ordre, dans le respect de l'ordre public. Ces missions diplomatiques, la MONUSCO ont des biens sur lesquels l'État congolais s'engage en termes de sécurité. C'est un devoir pour l'État hôte de pouvoir les sécuriser. Et généralement, ces genres de missions qui viennent dans des pays comme le nôtre, avec des troubles de guerre, c'est en prenant beaucoup de précautions, en tenant compte de ces risques qui sont arrivés. Et généralement, ils les retournent contre la population et contre l'État hôte, en termes de droit. Ce n'est pas pour rien qu'on a entendu la représentante de la MONUSCO évoquer des crimes de guerre pour avoir été victime d'un véhicule saccagé. Mais il y a quand même beaucoup d'hypocrisie dans tout cela aussi, dans la mesure où des personnels diplomatiques et leurs biens se sont retrouvés saccagés par ceux qui nous mènent la guerre, et on n'a pas vu une telle protestation. On n'a pas vu une action aussi décisive pour les arrêter, ni auprès du Conseil de sécurité, ni auprès des juridictions internationales pénales pour ces faits-là. On a parlé, il n'y a pas longtemps, on a parlé des drones de la MONUSCO qui ont essuyé des tirs de missiles. Nous avons connu un ambassadeur ici tué de l'autre côté du pays. Mais nous n'avons pas autant de protestations. Aujourd'hui, nous avons des populations qui meurent. Et nous avons la MONUSCO et ses missions diplomatiques qui sont dans le silence. Est-ce qu'elles ne doivent pas commencer d'abord par protester et lever de la voix pour ces Congolais qui meurent? Aujourd'hui, on est au-delà de 15 millions de personnes tuées. Qu'est-ce que cela représente par rapport à un véhicule qui a été saccagé par la population en colère, et dont on peut... Moi, je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas. Mais dont on peut comprendre le comportement, le ras-le-bol. Mais voilà. Justement, c'est parce que leurs pays sont cités parmi les pays qui soutiennent nos agresseurs. Et quand le peuple et la population apprend cela, normalement, ils doivent quand même réagir, hein, maître. La réaction d'une population qui vit qui vit ce que nous avons comme misère avec la guerre. C'est dramatique. C'est normal. Mais dans les limites acceptables et ne pas troubler l'ordre public. Moi, personnellement, je ne suis pas pour des manifestations qui vont jusqu'à peut-être à molester des gens, à tuer ou à saccager les biens des particuliers ou de n'importe quelle représentation diplomatique dans notre pays. Donc il faut protester, mais pacifiquement. Il faut le faire pacifiquement. Dans les règles, dans ce que la loi nous permet de faire. Alors aujourd'hui, c'est aussi un sujet d'actualité, hein, la désignation d'Augustin Kabouya comme informateur par le président de la République. D'ailleurs, il a présenté c'est jeudi son plan de consultation. Est-ce un choix judiciaire selon vous, Augustin Kabouya? C'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de désigner telle ou telle autre personne en qui il a personnellement confiance, en fonction de ses propres objectifs, en fonction de l'attente sur la qualité du travail. Eh bien, moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux pour connaître ce que le chef de l'État vise à travers son choix. Donc, ça lui appartient. C'est lui seul qui sait ce qu'il en attend. Mais il est l'homme de la situation, selon vous? Il s'agit juste de faire une comptabilité.
En tant que de comptabilité au niveau du Parlement pour évaluer les personnes, le nombre ou la majorité qui s'allie à la vision du chef de l'État ou alors pour pouvoir désigner le Premier ministre et le gouvernement. Je pense qu'en tant que chef d'un parti politique, un parti politique majeur dans notre pays et qui est au pouvoir, il doit avoir participé à des missions beaucoup plus importantes que celle-là, peut-être même pour la formation du gouvernement, déjà en tant que secrétaire général. Nous avons... Il doit être mieux apprécié dans son parti politique. Il y a un fait privé. Ce sont les gens, les membres de l'UDPS qui peuvent apporter un jugement sur sa valeur. Mais lorsqu'il est désigné comme informateur, nous n'attendons que le résultat qui va en sortir de sa mission pour apprécier par rapport à l'intérêt général. Est-ce que oui ou non, ce choix a servi l'intérêt général? En ce moment, moi, je ne peux pas me prononcer sur la qualité de ce choix qui a été fait de manière tout à fait discrétionnaire par le chef de l'État. La mission qui lui est confiée, allais-je dire, l'avenir du pays en dépend. Quel conseil vous lui prodiguez? Eh bien, de chercher beaucoup plus la cohésion nationale, de chercher le rassemblement, de chercher ce qui peut favoriser l'unité nationale, ce qui peut aller dans le sens de juguler certains conflits au niveau politique, au niveau social. Et chercher en cela de nous mettre sur la piste d'un gouvernement à la hauteur de ce que nous vivons en tant que pays en guerre et en tant que pays en crise morale, dont les détournements, la corruption, le tribalisme, la trahison sont des maux sociaux qui rongent notre vie commune et qui tuent l'État. Est-ce que Mme Marie-Josée Ifokou, dont vous êtes directeur de cabinet, pourrait participer à ces consultations qui seront menées par Augustin Kabouya? Bon, de manière générale, elle-même donne ses consultations dans beaucoup de propositions qu'elle fait face à des crises que nous connaissons généralement. Elle sonde les reins de la population et de la classe politique, toucher les vrais problèmes et propose souvent des solutions. Elle est à ce titre consultable dans la mesure où elle a une vision pour la renaissance de ce pays. Elle a une vision pour la correction des erreurs que nous portons depuis notre indépendance et qui ont fait de l'État un mort-né depuis d'ailleurs 1885 et qui constitue d'ailleurs une prédation entretenue. Et alors, s'il s'agit de corriger cet état de prédation, de renaître, d'avoir un pays nouveau, un autre Congo, eh bien, elle a un rôle à jouer en cela. Êtes-vous prêt à participer à ces futurs gouvernements? C'est comme je venais de le dire tout à l'heure, si ce gouvernement est pour la renaissance du Congo et pour la correction, pour prendre le chef de l'État au mot, des erreurs que nous situons depuis déjà l'indépendance, que nous commettons et que très souvent tous les gouvernements qui viennent commettent, s'il s'agit effectivement de corriger ces erreurs, il s'agit en fait de faire une autre gouvernance financière et de gérer autrement nos ressources naturelles et nos pays. S'il s'agit de faire autrement la politique, eh bien, elle a un rôle à jouer. Et lorsqu'elle s'est présentée aux élections en tant que politique, eh bien, c'est pour agir, c'est pour servir le pays. S'il s'agit de l'intérêt général et de servir le pays, eh bien, je pense qu'elle est prête. Je ne suis pas porte-parole sur cette question. Je n'ai pas été consulté pour parler à sa place sur cette question-là.
Mais moi, je présume que son combat qui est de voir un autre pays et gouverner autrement, bien, s'il s'agit de se mettre dans ce combat en passant par le prochain gouvernement, eh bien, pourquoi pas. Maître Ghislain Bamongaye, en tant qu'analyste politique, c'est d'ailleurs la dernière question. Comment entrevoyez-vous le deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce une réussite ou un échec? Élu à 73,34% du suffrage, c'est un espoir pour la population d'un réel changement. Nous sommes dans un état d'attendre un autre Congo, une autre façon de faire. Nous avons besoin d'un changement dans ce pays. Et une opportunité lui est donnée de changer le visage de ce pays. Et ce quinquennat est porteur d'espoir si jamais lui-même réalise sa promesse de corriger des erreurs et chercher à connaître celles que la population peut lui indiquer. Parce que les listes d'erreurs peuvent différer. Il a parlé des erreurs que nous n'avons pas identifiées. Quelles sont les erreurs? Il y en a qui pensent que l'erreur qu'il doit corriger, c'est dénommé les Mourouba. Ce qui, pour moi, ne peut pas être une erreur. Parce que tout dépend du contexte, tout dépend de la situation. On pense que l'erreur qu'il doit corriger, il y en a qui pensent que c'est de pouvoir circuler être dans les avions, dans l'avion et circuler à travers le monde. Tout à fait relatif. Nous avons des erreurs profondes qui ont miné l'autorité de l'État, qui ont tué l'État congolais depuis longtemps et qui ont peut-être été répétées et qu'il faudra corriger. Eh bien, nous devons nous mettre d'accord sur la liste des erreurs, qui doivent être des erreurs graves, importantes, qui font que le Congo soit si faible, si exposé à la corruption, au détournement, si fragile face à des puissances étrangères et des pays parfois très petits et même... alors, qu'est-ce qui fait que nous soyons envahis, dirigés, notre économie est dirigée par les étrangers. Tout est entre les mains des étrangers. Il y a des erreurs quand même assez graves qui font que chaque politicien qui veut monter, qui cherche un poste, c'est pour son intérêt personnel. Ben, c'est devenu une classe, une culture, c'est devenu une manière de vivre en politique, que de chercher son intérêt personnel avant tout. Et l'intérêt général, l'intérêt de la population vient après. Le peuple d'abord est devenu, pour ceux qui le revendiquent, beaucoup plus un discours que quelque chose à matérialiser. Et là où on attend effectivement quelqu'un comme Augustin Kabouya, moi je le vois d'abord comme le représentant du peuple. Il a été élu à Kinshasa, mais il représente le peuple congolais à l'Assemblée nationale. C'est d'être le porteur d'un espoir dans le sens du peuple congolais d'abord. Est-ce qu'il saura matérialiser cela dans son comportement en tant que député, en tant que représentant du peuple? Si aujourd'hui le chef de l'État, avec son quinquennat, ne va pas dans le sens de beaucoup plus de cohésion sur les valeurs républicaines, beaucoup plus de cohésion nationale sur une vision commune de l'avenir du Congo, si on ne va pas dans le sens de l'unité nationale et de pouvoir rassembler tout le monde, quelles que soient toutes les couches de la population et les classes politiques, dans la classe politique, eh bien, je ne vois pas quelque chose de reluisant devant nous. Mais néanmoins, il est porteur de beaucoup d'espoir et il y a beaucoup de chance et tout est entre les mains des gouvernants, mais des Congolais. Parce que le quinquennat du chef de l'État, mais c'est le quinquennat des Congolais. Alors il ne faudra pas penser que tout est sur la tête du chef de l'État et que les Congolais ne doivent pas
accompagner. Les Congolais doivent accompagner d'abord par leur propre changement de Les mentalité. responsabilités sont partagées. Là, il y a une responsabilité des Congolais. Des Congolais, déjà par le choix qu'ils font des députés, des gouverneurs qu'on fait, eh bien, il faudra faire le bon choix. Le Congolais, quand les autres vont corrompre, détourner, mais l'argent retourne dans nos familles. Et il y a des familles où, lorsqu'on est ministre et qu'on ne rapporte pas, qu'on ne devient pas riche, vous êtes presque maudit. Ceux qui encouragent les détournements, ce sont parfois les membres de nos familles. Ils sont là. Le recel de ce qui est détourné, ça tombe dans nos poches. C'est pour aller étudier aux États-Unis, c'est pour aller se faire des voyages. Eh bien, il y en a qui en profitent d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte. Eh bien, la population doit changer sa manière de voir le pouvoir et considérer que c'est une responsabilité. Les personnes que nous envoyons dans des postes dans la gestion de public ont une responsabilité. Devront assumer, au contraire, faire beaucoup de sacrifices pour leurs intérêts personnels et privilégier l'intérêt général. Maître Juscelin Bomangaï, je rappelle que vous êtes analyste politique, mais également conseiller de Mme Marie-Josée Ifokou, candidate présidente de la République aux élections du 20 décembre 2023. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, mais également à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine avec le même plaisir et nous terminons cette émission avec ces gestes patriotiques.